Alors, bonjour et bienvenue à notre balado sur les ondes de la Chine, Conversation tactique. Je vais juste vous camper pourquoi on fait ça. Pourquoi qu'on s'est lancé dans des balados avec des citoyens résidents, des gens impliqués dans la Chine? Parce qu'on veut pouvoir communiquer et dans ces temps-ci, c'est vraiment difficile parce que les médias locaux imprimés qui sont distribués dans les maisons, qui existaient depuis, comme notre messager, ça existait depuis plus de 100 ans. Après ça, c'est devenu le métro. Bien là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de journaux locaux qui vont dans les maisons. C'est de plus en plus difficile de rejoindre les gens et même les réseaux sociaux, bien, c'est pas toujours évident. Il y a certains problèmes avec, en tout cas, différentes choses. Alors, nous, on veut que vous sachiez tout ce qu'il y a à savoir sur votre municipalité, sur ce qu'on fait, sur les enjeux. Puis je me promène, je sais ce qui vous touche, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez entendre. Puis des fois, je parle à une personne, mais c'est pas comme parler à plusieurs personnes en même temps. Et quoi de mieux que de parler avec les personnes qui sont sur le terrain, le plus impliquées, qui savent de quoi ils parlent, et puis avoir une conversation avec eux. Alors, bonjour. Bonjour Tania Charon. Merci d'être Maya. avec nous. Et je vais juste te présenter 2 secondes, là. Tania, elle est extraordinaire. C'est une fille de la Chine, qui habite plus à la Chine, mais c'est pas grave, parce que Tania s'occupe de tout l'ouest de l'île, incluant la Chine, pour l'itinérance. Elle s'occupe des gens vulnérables et c'est elle qui a opéré l'halte chaleur qui était à la Chine. Alors, Tania, je te laisse le plancher. Salut Maya, merci de me recevoir. Ben c'est ça, moi je suis la directrice générale de Ricochet, dont la mission est d'offrir, de développer des solutions d'hébergement, d'accompagnement pour les personnes qui vivent de l'instabilité résidentielle dans l'ouest de l'île et dans les environs. Dans les environs était important pour moi. Comme tu dis, j'ai passé 30 ans de ma vie à la Chine. Puis j'ai encore de la famille à la Chine, des amis. Donc c'est une... Et tu joues au baseball. Et je joue au softball à la Chine. Oui. Donc ça reste une communauté qui est proche à mon cœur. Oui. Puis moi, j'ai senti beaucoup là, que tu veux aider la Chine. Tu es toujours là. Tu es là à nos consultations publiques. Tu es là quand on a des problèmes, quand les gens sont pas contents, quand les gens ont besoin de savoir plus d'informations sur c'est quoi l'itinérance, comment on fait pour cohabiter quand il y a des problèmes. Tu as toujours été là. Alors moi, je tiens à te remercier. Puis même les gens de la Chine, bien, même s'il n'y a pas d'halte chaleur cet hiver à la Chine, puis l'an passé non plus, bien, ils vont... Tu les ramasses. Il y a une petite navette. Alors, oui, bien en fait, notre centre d'hébergement communautaire est à Pierrefonds-Roxboro. À l'hiver 2022, c'était 2022, on avait 2 points de service. Un à Pierrefonds, un à la Chine. On n'a pas eu de renouvellement de ce financement-là à la Chine l'hiver suivant. Par contre, on a pu doubler notre capacité d'accueil à Pierrefonds, ce qui nous permet d'accueillir là, les Lachinois, les Lachinoises qui auraient besoin de services. Oui. Puis on a aussi une navette qui peut se déplacer. Quand on n'est pas full, nous, c'est premier arrivé, premier servi. Notre programme urgence, parce qu'on a 2 programmes, on pourra en discuter. Oui. Parce que là, je vais mélanger. Je vais te mélanger en parlant de tout en même temps. Mais c'est ça, nous, souvent, à 6 heures à l'ouverture, il y a déjà le nombre maximal de personnes qu'on peut accueillir. Donc, la navette peut aller chercher des gens s'il nous reste de la place. Malheureusement, c'est rare, ça arrive. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Puis ça, c'est... Moi, je suis allée visiter, là, puis j'étais vraiment frappée. C'est vraiment très, très beau, là. C'est sur le bord de l'eau, là. On a l'impression qu'on est dans un chalet de parc, là, dans une région. On a l'impression qu'on est dans le Laurentide, là, tu sais. C'est vraiment bien, mais vous allez devoir quitter ce lieu qui est extraordinaire, qui appartient au CIUS, là. Oui, ben en fait, le bâtiment appartient au CIUS Centre-Sud, mais il a été cédé ou pas, on ne le sait pas, parce que ça dépend quand on a quelque chose à demander, on ne sait jamais à qui l'a demandé. Donc, ça a été cédé au CIUS de l'Ouest de l'île, mais parfois, le CIUS de l'Ouest a besoin de demander une permission au CIUS Centre-Sud. Fait que ça reste nébuleux pour nous. C'est un bâtiment qui nous a été prêté gratuitement, donc pour ça, on est reconnaissant, évidemment. Par contre, ça a toujours été temporaire. Donc, ça fait plus que 2 ans qu'on cherche un autre endroit où pouvoir offrir nos services. C'est pas facile de trouver des locaux de 10 000 pieds carrés à Montréal à un prix qui est raisonnable. Donc, on a vécu et on vit encore de multiples péripéties
pour trouver un endroit où loger les personnes qui n'ont pas de logement, pour héberger les personnes qui n'ont pas d'endroit où dormir. Présentement, on a une avenue qui semble prometteuse, rien que je peux confirmer parce que rien n'est signé. Mais moi, j'ai confiance qu'avec la volonté puis avec du travail acharné, avec de la détermination, on va réussir à déménager sans qu'il y ait de coupure de service pour nos personnes. Good. Cette année, ça va encore être où vous êtes, cet hiver. Vous espérez encore rester là? On est supposé quitter le 1er avril 2024. OK. Ça va vite. C'est demain matin, mais j'ai été là-dessus cette semaine pas mal la moitié du temps. Là. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Là. J'espère que ça va marcher. Je sais que... C'est parce qu'ils sont rares aussi, les locaux qui sont adaptés pour recevoir 48 personnes par jour. Là. Fait que même si on trouve un local, il y a tellement de rénovation, il y a tellement d'argent à investir en rénovation. Puis même pour ce qui est niveau de la plomberie, de l'électricité, tu sais, nous, du lavage, on en fait 24 heures sur 24. De la nourriture, on en fait pour 50 personnes. Des douches, ça roule. Donc, c'est des gros défis. Moi, quand vous étiez à la Chine, vous étiez dans le sous-sol de l'Église Très Saint-Sacrement. C'était toute une expérience pour nous. D'ailleurs, je remercie l'équipe, tu sais, Jonathan là, Blanchet. Jonathan Blanchet, qui était adjoint, tu sais, dans notre équipe. Puis, il a lavé les salles de bain, il a refait les salles de bain, il a monté la douche pour aider. Oui. Ouais, c'était vraiment un peu insalubre dans le sous-sol. Alors, vous avez toute une équipe qui a travaillé. C'était incroyable. Jonathan était là. Il avait posé, tu sais, les lits étaient séparés par des espèces de structures en plywood, puis il avait été mis dans le mauvais sens. J'avais appelé toutes mes amies du gym, du CrossFit. Ils étaient venus nous aider à déplacer la structure. Il y a au moins une trentaine de personnes qui sont venues puis qui nous ont aidés à aménager le sous-sol. C'était quand même un sous-sol d'église. Là. Il y a même, je me rappelle, il y a une journée, je regardais puis je trouvais ça tellement triste. Je suis allée acheter quelques cadres, une fausse plante. Je me suis dit, on va essayer de mettre de la vie, mais c'est ça. C'est ça. C'est important. C'est important pour moi qu'on accueille les gens dans la dignité, puis dans quelque chose qui ressemble le plus possible à un chez-soi, qui est accueillant. C'est difficile à faire dans un sous-sol d'église. Oui. Donc, j'avoue, puis l'éclairage n'est pas top. En tout cas, il y avait quand même une petite cuisinette, là, ça aidait. Mais, tu sais, le problème, c'est que quand c'est d'urgence, c'est ça qui nous a frappés, parce que la première fois qu'on le vivait à la Chine. Puis là, les gens étaient comme estomaqués, parce que tu disais, les gens traînaient devant pendant la journée. Puis ils disaient, mais pourquoi ils traînent là? Mais ils traînent là parce que ça ouvre le soir. Mm-hmm. C'est ça, parce que vous n'avez pas le budget pour opérer 24 heures sur 24. Exactement. Alors, puis ça, c'est vraiment... Puis là, les gens disent, sortez de cette... Je pense que les gens, on entend souvent dire, sortez de la philosophie de l'urgence, puis du temporaire, puis faites du logement permanent. Mais oui, c'est l'idéal. On aimerait tous qu'on ait des logements permanents avec des ressources, là. Mais c'est le gouvernement du Québec qui a besoin d'investir. La Ville ne peut pas construire ça avec l'argent des contribuables, de ce qu'on paye en revenus, taxes foncières. Là. Parce que la majorité de l'argent de la Ville, 70 %, là, c'est la taxe foncière. Puis nous, on n'a pas de compétences. On n'a pas de compétences en rien, en fait. La Ville, là, c'est le gouvernement du Québec qui nous donne des mandats pour des choses comme ça, avec un budget spécifique. Mais les besoins sont tellement grands qu'on on nous donne pas assez d'argent pour réaliser ce qu'on devrait, puis ce qu'on aimerait, puis ce que la population veut qu'on réalise. T'sais. Puis le plus important, c'est le logement. Absolument. Alors, c'est comme... Mais le logement, c'est une solution on s'entend, qui est à moyen, long terme. Dans le court terme, on a besoin de solutions immédiates pour donner une réponse aux personnes vulnérables qui n'ont pas d'endroit où se loger. Oui. La Commission canadienne des droits de la personne, tu sais, dit chaque être humain a le droit à un logement adéquat. Oui, mais ça, c'est du moyen-long terme. Puis on pourrait y revenir, là, la navigation dans le système, là, parce que c'est quelque chose. Mais dans l'immédiat, là, il faut des solutions, puis il faut des solutions qui assurent la sécurité et la dignité des gens. Absolument. Recevoir des gens dans un sous-sol d'église, c'est mieux que de dormir dehors, mais c'est quand même pas la meilleure des solutions. Non. Non, c'est absolument. Ouais. On est d'accord. Puis on est content. Nous, à la Chine, on a le Old Brewery qui vient, vont commencer à construire l'année prochaine. Alors ça, c'est au coin de William McDonald et de la 6e Avenue. Ils ont acheté l'ancien bar. Le Zéphyr. Le Zéphyr. Alors ça va être transformé. Ça va être 18 appartements.
Alors vraiment, ça va être avec des services. Alors, c'est des gens qui sont dans la rue, mais qui vont pouvoir être logés. Puis ça, c'est financé par un philanthrope, par une compagnie, Tenaquip, de l'ouest de l'île. Là, OBM a la chance d'être une organisation qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Donc, tu sais, leur renommée n'est pas à refaire. Ils sont connus. Les grands donateurs leur font confiance. Oui. Par contre, vous êtes nouveau, hein? Oui, on a Ricochet a 3 ans. Oui, Ricochet a 3 ans. Donc, c'est pas la même game. Par contre, il serait supposé avoir des programmes gouvernementaux qui nous permettent de développer du logement social. Je suis aussi la directrice d'AJOA, qui fait du travail de rue dans l'ouest de l'île depuis 17 ans. Puis ça fait plus de 7 ans que je travaille à essayer de développer du logement social. Et je me perds dans le système. Et pourtant, je le connais, le système. Mais entre l'argent du fédéral qui descend pour le provincial, qui descend à Montréal à cause du réflexe métropole, entre le programme ICRL 3 du fédéral, qui est l'initiative pour la création rapide de logements, mais aussi le programme Habitation abordable Québec. On ne sait plus à qui demander. C'est ça. Tu demandes à un, il dit de demander à l'autre. Tu demandes à l'autre, il dit, ben non, il faut que tu demandes à un. Puis finalement, ben non, mais c'est le service d'habitation de Montréal qui gère tout ça. Moi, je comprends rien. Si tu comprends quelque chose, explique-moi-le. Moi, je comprends plus rien. C'est vraiment intéressant que tu en parles, là, parce qu'effectivement, c'est tellement complexe. Là. Le gouvernement fédéral donne, je pense qu'il y avait 900 millions que le gouvernement fédéral, il y a 2 ans, a donné aux provinces. Au Québec, on est la seule province où le 900 millions, il est encore bloqué là. Il est encore bloqué au niveau de la province parce que nous, on est une province distincte, on fait les choses à notre manière et on est l'endroit où la province a le plus de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir que les villes. Alors, ils ont gardé l'argent, ils attendent pour faire des normes ou des, je ne sais pas quelle sorte de normes qu'ils vont faire pour que cet argent-là puisse descendre aux villes, pour que les villes puissent après le donner aux organismes communautaires comme vous qui puissent réaliser des choses. Là, le gouvernement du Québec a dit, bien, on va mettre aussi, on va ajouter un autre 900 millions là-dedans. Mais en même temps qu'ils ont fait tout ça, bien, ils ont aboli les programmes qui existaient. Ils ont aboli le programme Accès Logis. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas ce programme-là qui était supposé... J'avais un programme financé en Accès Logis. Mais là, il est comme bloqué. Puis là, on ne peut pas appliquer sur le FAC, le programme Habitation abordable Québec, parce qu'on est déjà en Accès Logis. Mais il est bloqué. Il n'existe plus. C'est ça. C'est un casse-tête. Puis pendant que des fonctionnaires pensent à comment ils vont faire ça, bien, il y a des gens... Dans la rue. L'hiver. Oui. Puis moi, j'ai lu, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps sur tous ces problèmes-là. Puis bien sûr, j'en ai d'autres parce qu'on a d'autres logements à la Chine qu'on veut voir sortir de terre, mais qu'il y a des enjeux parce qu'Accès Logis a été coupé. Alors, je suis allée lire le livre pour me préparer pour aujourd'hui. Oui, parle-moi-en. C'est le livre « Libérer les villes » de Maxime Pedneau-Jobin, un ancien maire de Gatineau. Il a fait un mandat comme conseiller, 2 mandats comme maire, et il est aussi président de l'Union des municipalités du Québec. Et lui a dit que ça n'a pas de bon sens, la manière dont les villes sont créées, puis le fait que notre structure, puis notre base de monnaie, la manière dont on est financé, que ça vient juste par les taxes foncières. Puis ça, M. Legault avait dit, tout le monde, c'est partout de même. Non, c'est pas partout de même. De tous les pays développés, là, de l'OCDE, là, c'est comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède, les États-Unis, c'est au Québec qu'on repose le plus sur les taxes foncières, puis qu'on n'a pas du tout, on a 0 argent qui vient de l'impôt ou qui vient d'ailleurs. Là. Comme, à chaque fois qu'on va au magasin, là, on achète des chips, on achète n'importe quoi, on paye, tu payes 15 sur tout. Au restaurant, c'est 15 de taxes, TPS et VQ. Ça va direct au gouvernement du Québec puis au gouvernement fédéral. 0 va à la ville. On a réussi à avoir dernièrement un mini pourcentage de quelque chose. Mais, puis tout ce qui va en impôts, quand on paye les impôts sur nos salaires, là, c'est comme la moitié de ça, presque, s'en va aux différents paliers du gouvernement. Eux ramassent 98 de tout cet argent-là qui se compte dans les milliards. Puis les villes, bien, on ramasse les taxes pour des maisons.
Puis avant, ça marchait. Ça, ce système-là a été fait il y a 200 ans. Il y a 200 ans. Quand tout le monde vivait en campagne, quand il n'y avait pas d'égout, les gens prenaient de l'eau des puits, il n'y avait pas de route asphaltée, les gens se promenaient à cheval, tu sais, sur de la gravelle. Puis là, ça marchait, ce genre de système-là. Mais aujourd'hui, comme les villes n'ont pas de compétences comme le gouvernement. Tu sais, le gouvernement fédéral a la compétence de l'armée, puis le provincial, c'est la santé, l'éducation, puis l'habitation. Mais la ville, on n'a pas de compétences. On est juste comme mandataire du gouvernement pour, vous allez gérer ce programme-là, puis vous allez gérer ce programme-là, mais selon leurs critères. Alors, il faut qu'on s'entende, il faut que le fédéral s'entende avec le provincial pour qu'ils écrivent des critères, pour qu'après ça descende à nous, pour qu'on mette ça sur le terrain. Mais là, ce que dit le livre « Libérer les villes » avec Sylvie Jourdain, puis plein d'autres maires qui disent, là, le monde a changé en 200 ans, là, puis surtout dernièrement, là, avec les changements climatiques, là, nous, on est sur le terrain. Puis il y a plein d'enjeux, là. Il y a de plus en plus de manque de logement. Il y a les gens il y a plein d'immigration. On a les changements climatiques. Nos infrastructures ne fournissent pas. On ne peut pas s'attendre à payer tout ça avec le petit peu d'argent de la taxe foncière. C'est impossible. On gère 58% des infrastructures du Québec. C'est géré par les villes et on a 8% du budget. Alors, puis on comprend. Les gens viennent nous voir, nous, là. Tu sais, moi, c'est Madame la mairesse, qu'allez-vous faire? Là, on a des itinérants, là, faites quelque chose. Puis c'est toujours notre faute si on ne le fait pas. Oui, mais on ne peut pas vous taxer 20% de plus pour payer pour tout ça, là. Puis on n'aurait même pas le droit, c'est même pas notre compétence. Tu sais, c'est comme, on doit changer la structure, la charte des cités et villes qui a été créée par Québec, elle doit être changée. Puis l'argent, elle doit être donné directement. Comme ailleurs, au Canada, l'argent, le 900 millions, là, il est donné beaucoup plus directement aux villes. Ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent avec. Nous, on est pris encore dans les dédales bureaucratiques, là. Puis on essaye de sortir les choses de terre, là, les appartements de terre, mais ça ne marche pas. C'est tellement rigide, parce que les villes, c'est la dernière chose que je dis, les villes, là, si c'est pas écrit dans la loi qui gouverne du Québec, là, ben c'est illégal pour nous de le faire. Alors, si on essaie de sortir de la boîte, là, puis de faire autre chose, ben c'est illégal. Alors, il faut il faudrait nous donner un peu plus d'air. Puis si on avait, puisque l'Union des municipalités du Québec, là, toutes les villes du Québec, là, ce qu'elles demandent, c'est 2 points de taxes. Donnez-nous, là, 1 point de la TPS ou 2 points de la TVQ, disons, là, bien, ça serait assez pour tout faire, là. On va tout faire. On va faire le logement, on va faire ce qu'il faut. Puis le gouvernement du Québec, occupez-vous de la santé puis de l'école, là, mais nous, on va faire ce que les citoyens nous demandent de faire. Mais le gouvernement du Québec n'est pas prêt à faire ça. Mais il faut absolument simplifier le système. Parce que si toi, tu n'es pas capable, là, puis moi, je suis en contact avec d'autres gens. Je suis déterminée solidement. Là, je lâche pas. Là, puis j'essaie de trouver des façons, que ce soit une nouvelle bâtisse qu'on sorte de terre ou que ce soit une vieille bâtisse qu'on achète. Puis là, on fait face à d'autres problématiques qu'on va pouvoir aborder ensemble, la cohabitation sociale, pas dans ma cour, tout ça. Il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas. Puis ce que tu dis ici, ben ça vient renforcer le fait que oui, il y a des défaillances systémiques, puis les victimes de ces défaillances systémiques-là, bien, c'est les personnes qui sont en situation de grande précarité. C'est ça. C'est pas les personnes qui sont les plus riches, qui gagnent bien leur vie, c'est les personnes les plus vulnérables. Puis ça fait aucun sens qu'en 2023, il y a des gens à Montréal, à la Chine qui dorment dehors, qui n'ont pas d'endroit où aller. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens, puis on veut pas être une société où ça, c'est toléré. On veut changer ça. Puis le plus grand enjeu, là, c'est le manque de logements abordables. Là. Dans les années 60, jusque dans le début des années 70, il se construisait 10 000 logements par année. Puis après ça, on est tombé dans les années dernièrement, là, on est tombé à 3 000. Puis dans les dernières années, c'était 1 000. Puis maintenant, c'est 0. Avec le programme Accès Logis, là. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, bien, ça s'accumule. Puis tu as un manque, puis c'est mauvais pour l'économie. C'est ça, on a un gouvernement qui parle d'économie, puis on peut léser les gens dans la misère dans la rue en autant que l'économie va bien. Mais à un moment donné,
Les gens ne pourront pas vivre comme mais si c'est pas symptomatique de voir des gens qui vivent de plus en plus de gens qui vivent dans la rue. C'est des gens qui peuvent pas signe que ça va bien, là. Non, c'est des gens, disons que moi j'ai parlé avec les gens de la Chambre de commerce de l'Ouest de l'île. J'étais à une grande rencontre avec toutes les maires et on était à l'aéroport pour une rencontre. Je trouvais ça vraiment bien. Puis là, ils disaient, mais on a besoin de logements abordables dans l'Ouest de l'île. C'est la première fois que j'entendais ça. Parce que ils en ont besoin pour l'économie, parce que tous les bureaux, hein, les compagnies, les industries qui sont dans l'ouest de l'île, ils ont besoin d'employés. Les employés ne peuvent plus se permettre de vivre. Les jeunes familles ne peuvent pas s'acheter une maison dans l'ouest de l'île. Puis ils ne peuvent même pas avoir un appartement. Alors, les gens vont à l'externe, puis s'ils vont à l'extérieur, ben là, ils pourront pas. Comment ils vont se rendre à leur emploi? Alors, c'est les manufacturiers, c'est les employeurs qui demandent au gouvernement du Québec, faites quelque chose, là, construisant-y du logement abordable. Là. Puis, contrairement à ce que les gens disent, hein, ils disent, c'est Montréal qui augmente le prix ou vous avez augmenté notre évaluation. Là. C'est pas nous, c'est une obligation du gouvernement du Québec. À tous les 3 ans, il faut refaire l'évaluation foncière. À tous les 3 ans ou tous les 4 ans, là, je m'en rappelle, un ou l'autre. Là. Puis ça, c'est des agents, des spécialistes là-dedans, là, des agents d'immeubles, ou je sais pas, ils sont qualifiés en tout cas là-dedans. Ils évaluent les bâtiments selon les ventes des bâtiments, puis tout ça. Là. Ça s'est vendu. C'est le prix du marché. Mais c'est une obligation provinciale qu'on a. Puis là, ça monte à la hausse. Puis là, les gens, ça monte à la hausse. Puis nous, si on pouvait, puis c'est... la taxe foncière, c'est pas équitable. Tu sais, si tu demandes à quelqu'un, une madame âgée, disons, tout le monde est mort dans sa famille et puis elle est tout seul dans une grande maison puis elle paye plein de taxes, là. Tu sais, puis moi, je vais lui augmenter les taxes. Puis elle avait payé autant de taxes qu'une famille de 6 qui travaille à Bombardier, là, disons. Tu sais, il n'y a pas de... C'est beaucoup mieux la TPS puis la TVQ et l'impôt qui peut être plus équilibré que ça. En tout cas, mais définitivement, il faut que l'argent descende. Oui, l'argent, je pense, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est le premier défi. Au niveau de la ville, au niveau des villes, puis quand on développe du logement social, là, de mon point de vue à moi j'ai essayé de mener 2 projets. Un projet tout neuf, sorti de terre, puis aussi j'ai essayé d'acheter une résidence pour personnes âgées, pour la reconvertir en logement social. De ce côté-là, là, c'était pas l'argent le problème, c'était... l'acceptabilité. L'acceptabilité sociale. Mais en même temps, il existe... la Ville de Montréal a le 89.4 qui maintenant aussi a été encore plus... c'est encore plus facile là, d'avoir un changement de zonage. 89.4, ça c'est quand un bâtiment, on veut changer le zonage, puis personne ne peut s'opposer. Puis quand c'est du social ou du communautaire, ça va de l'avant comme les garderies. Exactement. Donc, pour ce qui est des arrondissements, parce que moi, je suis dans l'ouest de l'île. Fait que j'ai 3 arrondissements. La Chine, Pierrefonds-Roxborough et le Bizarre-Sainte-Geneviève. Le reste, c'est des municipalités. Kirkland, Dorval, Dollard-des-Ormeaux, ce sont toutes des municipalités qui n'ont pas la même réglementation que la Ville de Montréal. Ils n'ont pas ce règlement-là. Oh non, madame. Donc, j'ai appris récemment qu'il existait une réglementation provinciale qui permettait aux villes liées de faire la même chose, donc de changer un zonage ou un usage sans nécessairement passer par un référendum. Mais pour ça, il faut, que ce soit pour un 89.4 ou pour le règlement provincial dont je me rappelle plus, c'est 19.1 ou 23, whatever. Okay. Je me rappelle plus du numéro. Il faut quand même des élus qui ont le courage politique de dire, nous comme conseil, on le change le zonage, on le change l'usage. Ça, c'est un autre pouvoir que les villes vous avez, mais que c'est pas tout le monde qui va le chercher. Disons-nous les vraies choses, là. C'est pas tout le monde qui a ce courage politique-là. À la Chine, j'ai pas vu ça. Je vous ai vu debout vous faire ramasser avec moi quand il était question de cohabitation sociale avec la halte chaleur. Mais c'est vraiment les deux grands challenges qu'on a, c'est l'argent d'un côté, l'acceptabilité sociale de l'autre. Puis cette acceptabilité sociale-là, au bout du compte, elle est peu ou pas importante si on a des élus qui ont le courage politique de dire oui, on le fait, on en fait du logement social. Mais si on n'a pas ça, ça bloque.
Ça bloque. Je savais pas ça. Je savais pas ça que dans l'ouest de l'île, il n'y avait pas ce règlement-là. Non. Ah, c'est encore plus dur. Oui. Fait que ce qu'on aurait pu faire dans une ville liée, acheter cette résidence pour personnes âgées-là, ben ça a tombé à l'eau parce que les citoyens se sont opposés. D'ailleurs, on pourra en parler de la montée de l'intolérance citoyenne. Oui. C'est quelque chose qui est pas facile à... C'est quelque chose qui est pas facile à être... C'est pas facile d'être témoin de ça en ce moment pour les membres de notre équipe qui aident ces personnes vulnérables-là. De plus en plus, on a des personnes en situation d'itinérance qui nous arrivent, qui nous disent que des gens dans le quartier les ont pris en photo, que des gens dans le quartier leur ont crié après parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont dans le parc, parce qu'ils existent. Là aussi, il y a beaucoup de sensibilisation. Oui, parce que les gens... On a fait une grande rencontre à la Chine. Il y a une centaine de personnes qui sont venues. C'est intéressant. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un sentiment de solidarité là, quand même là, assez fort à la Chine. Mais ce que j'ai senti, c'est qu'il y en a qui avaient peur. Moi, ils me font pas peur. J'habite proche de la rue Notre-Dame, puis je me promène, puis je parle avec eux, puis tu sais, ils savent. Des fois, quand ils sont chauds, ils me crient après, puis ils me disent toutes sortes d'affaires, là. Puis, ils sont pas en général, c'est pas des gens dangereux, là. Tu sais, puis la police qui était là cette soirée-là, elle a réitéré, là, c'est pas des... La plupart sont des personnes, en tout cas à la Chine, la plupart, un peu partout aussi, c'est pas des personnes qui sont judiciarisées là, pour des crimes violents ou c'est des personnes... Il y a des personnes... Puis il faut en parler, là, les personnes en situation d'itinérance ou les personnes qui occupent l'espace public, là, c'est pas toutes la seule et même personne en bloc, hein? Différents parcours mènent à l'itinérance. Oui, il y a des gens avec des problèmes de consommation. Oui, il y a des gens avec des problèmes de santé mentale. On en voit dans notre hébergement à Ricochet. Par contre, il y a toute un pan des personnes qu'on accueille qui n'ont ni problème de santé mentale, ni problème de consommation, qui sont pauvres, tout simplement. Oui. Tu sais, des personnes plus âgées qui perdent leur maison, qui peuvent pas se payer un appartement avec leur chèque de pension, des personnes qui peuvent pas travailler, qui reçoivent de l'aide gouvernementale, qui peuvent pas vivre en appartement, c'est impossible. Non, mais ça, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, diagnostiqué schizophrène. Ça fait 20 ans, il reçoit le même chèque d'assurance sociale. Ça n'a pas augmenté. Pourtant, le logement en 20 ans, ça a augmenté. Il doit vivre sur 1 200 $, je pense qu'il reçoit par mois. Tu sais, c'est pas beaucoup. Je veux dire, personne ne choisit d'avoir un problème de santé mentale comme la schizophrénie. Là, personne ne choisit ça. Puis, au-delà de ça, c'est de quoi qu'on parlait juste avant ça? J'ai perdu mon idée, je suis partie on parlait pas de l'acceptabilité, mais de la... Comment les gens qui sont dans la rue... Oui, c'est la plupart du temps, c'est pas des personnes judiciarisées. Puis je pense que faut vraiment qu'on se questionne là, comme communauté, comme société, sur les droits et responsabilités de chacun. Tu sais, je vais le dire, là... par exemple, autour du centre Ricochet, c'est arrivé qu'on ait des plaintes des voisins parce qu'on avait des bénéficiaires qui allaient sur leur terrain. Par contre, ces mêmes personnes-là viennent sur le terrain de Ricochet, mais ça, c'est correct. Ah, parce que c'est beau sur votre terrain, puis ils vont proche du bord de l'eau. Oui, exactement. Et loin de moi l'idée de pointer du doigt personne, mais il faut qu'on réalise là, que les personnes en situation d'itinérance, c'est des êtres humains avec des droits et des responsabilités. Ils n'ont pas le droit d'aller sur votre terrain, mais vous n'avez pas plus le droit de venir sur le terrain où ils sont accueillis aussi. Oui. C'est souvent à sens unique. Ça me fâche. C'est drôle que tu le dises. C'est que j'étais visiter un ami en ville. Et puis, derrière chez lui, il y avait un itinérant qui, lui, n'a pas d'auto. Alors, un itinérant s'est placé dans sa place de stationnement dans la ruelle en arrière parce qu'ils ont été chassés en dessous du viaduc là, de Turcot. Alors, puis il n'y en avait pas juste un, il y en avait 3. Lui en a vu un. Ça aussi, à quoi ça sert de chasser les gens? C'est le chat et la souris. C'est ça. Ça, c'est la chat et la souris en continu. Alors, il était là, mais lui, c'est une personne dans la soixantaine. Il est un peu fragilisé. Je parlais de mon ami, puis les gens dehors, il y avait à peu près le même âge. Là, mais lui, il les a pas vus de près, mais il voyait quelqu'un qui traînait en bas dans sa cour, puis ça l'insécurisait. Ben, lui, il se sentait insécure. Cette peur-là, elle est valide. Il ne faut pas l'invalider. Hein? Quand je dis tout ça, là, je veux pas invalider la peur des gens. Je sais, mais comme moi,
moi, tu sais, je suis comme... J'ai pas peur de rien, là. Tu sais, c'est pas grave, là. Mais moi, je me sens comme ça. Mais je comprends que lui, il a peur. Tu sais, il a peur, puis il a dit, ben, il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il s'en aille? Tu sais, puis c'était triste. Puis moi, je sortais comme, mais je sais. Puis il y a plein de gens qui disent, là, qui nous appellent, puis on veut pas les voir, chasser-les de là. Tu sais. Puis je sais. Dans mes moments de grande colère, ça m'arrive de dire, c'est quoi, on achète une île, puis on met tout ce monde-là sur l'île, on achète un bunker, on creuse un bunker, qu'est-ce que c'est? Voyons donc. Faut faire du logement. C'est pas. Exactement. Faut faire du logement. Puis exactement. Il y a. Mais c'est pas vrai qu'on peut continuer de déplacer des gens comme ça. Puis, bon, les campements, c'est un gros sujet. On va faire. Ouais, je sais que tu veux y aller. Je sais ça, vouloir y aller. On va en parler des campements. Je sais qu'à Montréal, on a une politique. On dit, ben après 3, tu sais, quand il y a 3 tentes, puis que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là, ben là, la consigne à la police, à tout le monde, c'est de dire qu'il faut les disperser. Puis oui, après ça, ils vont envoyer ailleurs. Là, ils se font chasser d'ailleurs. Ils deviennent nomades. Tu sais, ils vont d'une place à l'autre. Ce qui arrive, c'est que quand il y a beaucoup de personnes à la même place, et c'est arrivé sur la rue Notre-Dame, le long de la rue Notre-Dame, dans l'Est, je ne sais pas combien de gens il y avait, mais je sais que c'était un grand campement. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un feu, puis il y a eu des incivilités, puis finalement, ça a dû être... le campement a été démantelé. Mais tu sais, ça, c'est la politique à Montréal. Je sais que dans des villes en Ontario puis aux États-Unis, ils n'ont pas le droit. Il y a une loi qui dit, s'ils sont là, dans le parc, il faut que tu les laisses là. Si tu n'as pas de logement pour leur donner, il faut que tu les laisses là. Mais j'ai parlé à un maire de St. Catharines, en Ontario, puis il dit, ben ils prennent la place d'un parc familial. Puis là, les gens se plaignent parce que puis là, il y a de la consommation de drogue, il y a de la vente de drogue, il y a de la prostitution dans le parc. T'sais, alors, c'est comme... Puis à quelque part, moi, j'y pense, je débattais dans ma tête là, avec tout ça, puis je me dis, si on c'est pas un sujet facile C'est pas un sujet facile, mais moi, la manière que je le vois, c'est que si on l'accepte, si on dit, OK, on accepte des campements, on accepte des favelas, on accepte des villages, des bidonvilles, là. Tu sais, que les gens se mettent quelque chose broche à foin, là, ou, tu sais, même, il y en avait qui parlaient des containers, là, qui seraient insalubres parce qu'il n'y a pas de toilettes, tu sais, où est-ce qu'ils vont faire caca, où est-ce qu'ils vont faire pipi, tu sais. Puis là, tu dis, on accepte ça veut dire qu'on accepte la situation qu'on est devenu une ville riche, puis qu'il y a tout un pan de la population qui n'est pas capable de se loger puis qui vit dans les bidonvilles. Mais je sais que la mairesse de Montréal, là, puis moi, là, on ne veut pas se rendre là. On veut dire... Mais le tolérer, ce n'est pas l'accepter. Bien, à quelque part, oui. À quelque part, oui, parce que si on le tolère, bien, les gens s'habituent. Moi, j'étais à Washington récemment, là, proche de la Maison-Blanche. Il y a comme un immense campement en plein milieu, là. Puis il n'y a personne qui marche dans la rue. Il y a les itinérants dans la rue. Puis les autres personnes sont dans des véhicules blindés, teintés vitres noires. C'est ça, ce genre de société-là qu'on veut? C'est comme... C'est pas ça qu'on veut, mais est-ce qu'on veut être une société qui évince les gens de leur tu sais, la tente, là, le campement, c'est leur maison. Est-ce qu'on veut être le genre de société qui évince des personnes de leur petit... Le petit peu qu'ils ont? Ouais, je trouve ça très cruel. C'est cruel. Nous, on le fait. On a une politique à la Chine. On le fait. On a 10 jours. On a vraiment, comme on a tout... On leur parle. On dit, il y a des intervenants sociaux qui y vont. On leur donne toutes leurs options. On dit qu'il y a de la place. Il y a de la place dans les centres ou pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Tu pourrais dire, t'en as. Dans la rue, là, je suis sûre que t'en as. Là, t'es pas bien quand t'es dans la rue. Mais ça reste qu'il y a quand même, il y a quand même 1600 places d'hébergement d'urgence à Montréal pour le dénombrement du 4690. Absolument. Mais il y a des appartements. Il y a des places. J'ai parlé à quelqu'un du CIUS. Il y a des places où les gens sont encadrés puis ils peuvent avoir un appartement s'ils veulent. Alors, il faut qu'ils se rendent là. Mais attention, ça, c'est un service de l'OMHM et on ne peut y avoir accès si on a déjà des dettes envers l'OMHM ou si on a... Il y a tous des critères d'admissibilité. Il y a des critères. OK. Il n'y a rien qui... Moi, je pense que si quelqu'un est rendu à s'ériger une tente dehors, c'est certainement parce qu'il manque de logement.
logement. Bon, logement, on l'a dit, c'est pas à court terme, on y arrivera pas, c'est moyen-long terme. Ouais. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des gens plutôt que de les déplacer? Puis ça serait faire des choses temporaires avec des vitrines, avec des toilettes temporaires, avec des choses temporaires. Mais encore, on veut que le gouvernement du Québec fasse plus, là. Tu sais, puis je vais le dire, ils ont donné 8 milliards pour une compagnie de batterie qui vient d'ailleurs, là. Non, pas 8 milliards, 3 milliards. Ah, je sais pas de quoi. 3 milliards. Je crois parce que c'est 3 ou 8 milliards, là, je suis pas sûre, là, du chiffre, là. Mais ils ont donné beaucoup de milliards à une compagnie. Ça reste des milliards, Calvaire. Ça reste des milliards. C'est des milliards. Tu sais. On pourrait bâtir quelque chose. Moi, je refuse de dire que c'est correct qu'on vit dans une société comme ça. C'est dégueulasse. Il faut qu'on puisse avoir du logement. Puis c'est pas vrai. Puis en ce moment, la pression est beaucoup sur les villes. Hein, on dit, c'est la faute de la ville. Comment veux-tu, avec les taxes que tu payes en foncière, qui servent pour nettoyer ramasser les poubelles, ramasser tes égouts? T'sais? Mais moi, je suis pas là pour chercher un coupable. Non, c'est la faute des villes. Non, mais c'est comme ça que je te dirais certaines personnes l'amènent, puis c'est comme ça que c'est dans l'espace public qu'on l'amène. Mais moi, je dis pas le coupable, c'est les villes. Moi, je dis fesse gauche, fesse droite. Je m'en ai dit fesse gauche, parlez-vous. Réparer ces défaillances systémiques, qu'on puisse en créer du logement, qu'on arrête d'en parler, puis qu'on prenne une pelle, puis qu'on pelle. Mais la ville n'a pas de pouvoir, n'a pas de compétence. C'est le gouvernement du Québec qui a la compétence en habitation. C'est eux qui peuvent le faire. J'ai eu un rêve de toutes vous asseoir, menotter, tout ensemble. Gens du fédéral, du provincial, du municipal, asseyez-vous. Vous n'avez plus le droit de sortir de la pièce jusqu'à ce qu'on ait une solution. Un chemin facile. Extraordinaire. Un chemin simple, rapide. Personne n'a le droit de sortir avant d'avoir trouvé la solution. Ça, puis tu sais qu'ils l'ont fait, ça, dans le temps de guerre, ils mettaient tout le monde ensemble, jusqu'à un traité de paix, là. Trouvez-nous un chemin facile, parce qu'en ce moment, là... Il faudrait que tout le monde s'assoie ensemble. Il faut une boussole. Il faut une boussole, là. Mais il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté de le faire, là. Tu sais, parce que avoir un campement à côté de chez eux, c'est pas... tu sais, toi, tu le vois de ton point de vue. Puis moi, je le vois du point de vue mairesse où les gens m'interpellent puis ils disent j'ai du caca devant ma porte. Oui, puis je suis une mère de deux enfants. Je comprends que si tout d'un coup, au milieu de mon cul-de-sac, à Pincourt, s'il y avait des campements qui s'érigeraient, moi aussi, je suis ça. Puis il y aurait, puis c'est ça. Puis là, tu as 2 tentes. Puis après un bout de temps, tu aurais 10 tentes. Puis tu sais, moi, quand il y avait beaucoup de tentes à la Chine, il commençait à avoir des campements, mais je me promenais en auto, là, puis les gens débarquaient, arrêtaient devant moi, arrêtaient leur auto, sortaient de leur auto, puis ils venaient me parler. C'est parce qu'ils m'avaient vu. Faites quelque chose, madame. Faites quelque chose, madame la mairesse, parce que la personne boit, puis crie après les enfants, puis fait caca sur mon mur, puis t'es comme, oh! Tu sais, alors, on le fait de manière, tu sais, ça prend du jour, puis il y en a même... Mais en toute honnêteté, je comprends le citoyen qui veut pas, qui ne veut pas ça, qui a peur, qui a pas... Bien, lui aussi, il a le droit à la dignité et à la sécurité, autant que la personne qui est vulnérable. Mais j'ai aussi une pensée pour la personne vulnérable, puis même si on me dit qu'elle consomme ou qu'elle a des problèmes de santé mentale, je pense que si j'étais dans la rue... moi aussi, ma santé mentale serait aggravée, puis peut-être j'aurais le goût de me geler un peu pour oublier que je suis dans la rue. Absolument. Fait que j'ai tout... C'est ça, c'est... Puis quand on est des personnes sensibles, puis qu'on reçoit ça, tu sais, le citoyen qui est pas content, je le comprends. La personne qui est vulnérable, on veut l'aider, c'est vraiment pas facile. Puis ça reste que s'il y a encore des personnes qui érigent des campements, c'est parce qu'ils manquent de place d'hébergement. Absolument. Puis et aussi, on va se le dire, puis j'opère moi-même avec mon équipe un hébergement. Les conditions sont pas les meilleures non plus. On l'a vu dans le sous-sol de l'église, on se le disait, c'était noir, c'était gris, la douche. C'était très de fortune, ce qu'on avait installé. On fait des miracles avec le financement qu'on a, là. Héberger 50 personnes par jour, les nourrir, s'assurer que c'est propre, s'assurer qu'il y a des intervenants sur place, ça coûte cher, là. Ça coûte cher. Puis ça aussi, ça c'est encore une fois, ça relève de la santé. Puis même si ça coûte cher, ça coûte moins cher que de les avoir à la rue. Absolument. Ça coûte moins cher que de les avoir de la rue ou les avoir en prison. Effectivement. Ça coûte moins cher. Effectivement. Oui.
Parce qu'il il y a tout un pan de la population qui pense que ça serait une bonne solution. Là. Ils ont fait ça à New York. À New York, il y a longtemps, là, ils ont envoyé beaucoup d'itinérants. En tout cas, je veux juste dire, là. Il y a des gens qui sont... J'entends des fois des propos très répressifs, là. Oui. C'est pas la solution non plus. Souvent tenus par des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Ça. Parce que ça, c'est une solution qui coûte beaucoup plus cher à la société que de construire du logement puis avoir du monde apte à travailler et à contribuer dans la société. Parce que s'ils sont dans la rue, ils peuvent plus contribuer à la société, là. Puis la police, elle s'en occupe, là. C'est de l'argent, ça aussi, là. On pourrait avoir des intervenants sociaux à la place de payer la police pour s'en occuper, là, parce qu'il y a beaucoup... La police a fait beaucoup de ça, là, d'intervention sociale. Absolument, c'est un peu pour ça. Ça, c'est un autre sujet, les équipes mixtes. Là. Je suis pas sûre qu'on veut rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais il y a quelque chose... j'avais parlé à l'ancienne directrice du CIUS de l'Ouest de l'île, Mme McVie. Oui. Puis avant que la pandémie frappe. Tu sais. Puis on allait travailler ensemble, on allait collaborer. Moi, j'ai dit, il faut travailler sur les enjeux de santé mentale, de gens, des fois, tu as un peu de schizophrénie, mais si tu n'es pas encadré, tu vas te retrouver dans la rue dans pas longtemps, là. T'sais. Alors, elle me dit, c'est le système de santé, c'est vraiment, on a failli à ça. Mm-hmm. On n'a pas de filet de sécurité là. On n'a pas été en mesure. En fait, c'est le milieu communautaire, le filet de sécurité des Québécois et des Québécoises en ce moment. C'est vraiment le milieu communautaire. C'est ça. Mais c'est pas supposé, c'est ça. Je te dis, ça revient encore au municipal avec notre milieu communautaire qui est pas apte, qui a pas la compétence. Alors, il y a pas le pouvoir de changer les lois. On subit comme vous et puis on n'a pas l'argent pour le faire. Alors, puis ça, c'est un grand trou là, dans la santé qu'on n'a pas réussi à faire. T'sais. Puis avant, il y avait on appelait ça les asiles. Là. C'est sûr qu'on ne veut pas aller là. Non, on ne veut pas retourner à l'institutionnalisation, mais la désinstitutionnalisation, c'est un beau mot, je l'ai dit comme il faut, je suis contente. Ouais, la désinstitutionnalisation ça a quand même amené son lot de défis là, Absolument. Dans la rue. Ouais. Puis, ce qui m'amène à dire aussi, on parlait de logement, on parle de toutes sortes de choses. Le logement social, c'est une chose, le soutien communautaire en logement social, c'en est une autre. Il y a des personnes, comme vous dites, des gens atteints de schizophrénie qui vont avoir besoin de support toute leur vie. L'institutionnalisation n'est pas la solution du logement social avec du soutien communautaire. Ça c'est la solution. Puis ça c'est durable. Ouais. Puis ça, c'était dans le programme Accès Logis, là, qui n'existe plus, mais c'était le volet 3. Là. Exactement. C'était le volet 3 qui venait avec des projet services. Est stocké, là. C'est ça. Oui, il y avait... Dans le cloud. Dans le cloud du volet 3. Ouais. Puis on rit pour pas pleurer. C'est ça. Ouais. Parce que c'est dur comme métier. D'ailleurs, Tania, je te remercie de faire ça parce que c'est pas facile. Tu sais. Dans la vie, on peut choisir toutes sortes de métiers. Tu sais. On peut être banquier, puis on en a besoin. Ben, tu sais, on fait beaucoup plus d'argent. On peut être toutes sortes de choses dans la vie. Puis ceux qui choisissent d'aider les autres, puis d'avoir une vocation, tu sais, vous êtes moins payés. Je pense que votre vie est plus riche parce que vous aidez. On vit plus longtemps quand on fait du bénévolat. Ben moi, je me dis tant qu'à travailler, aussi bien que ça serve à quelque chose. Ça serve à quelque chose, puis on a une mission, puis un sens dans la vie. Ça vaut quelque chose, c'est avoir un sens dans la vie. Puis, c'est ça, j'apprécie beaucoup ton travail, puis tout votre travail, tous ceux qui sont dans le communautaire, là. Tu sais, puis je sais que c'est dur parce qu'avec le manque de main-d'œuvre, il y a de moins en moins de gens qui travaillent, puis il y a des gens qui font des doubles shifts, puis des triples shifts. Puis puis des gens qui font la job de 1, 2, 3 personnes. Ouais. Puis c'est pas toujours facile, surtout des adultes. Hein, c'est facile. Les enfants, des fois, c'est plus facile qu'un adulte qui est un peu perdu, puis sa vie est lourde, puis ça doit venir... Mais comme tu dis, c'est nourrissant aussi. Tu sais, des fois, ça nous arrive tout à un moment donné de se dire « pourquoi je me casse la tête avec ça? » Tu sais, je pourrais avoir une... Tu sais, moi, j'ai un diplôme universitaire, je pourrais aller travailler dans le réseau de la santé, je pourrais être fonctionnaire, je pourrais travailler dans une école. Oui. Mais il suffit d'une conversation avec une des personnes qu'on aide, puis là, elle va mieux, elle va bien, ça avance. Puis là, je me dis, c'est pour ça qu'on ça valait la peine. Mais j'ai aidé, j'ai changé la vie de cette personne-là. Ouais. C'est extraordinaire. Puis Tania, j'espère qu'un jour, on fera un projet ensemble de longue durée à la Chine. Planter des choux. Puis on va planter des choux ensemble, puis on va aller les ramasser, puis on va faire une grande fête. Une grande récolte. Une grande récolte pour tout le monde. Merci énormément d'avoir participé. Merci beaucoup pour votre écoute et votre ouverture.